L'invité est avec nous, comme annoncé. Il est juriste, mais il a d'autres casquettes. Lambert Tamboué, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Voilà. Alors, je dois dire avec détail que vous êtes auditeur d'entreprise, ce qui nous amène également à aborder l'autre thématique au-delà de ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec beaucoup d'agitation sur la loi dite Tchani, et d'autres parlent de la congolité. Le ministre de la Communication et Médias a donc apporté beaucoup de lumière au-delà du travail que nous faisons certains médias pour ne pas apporter du feu à la case. Auditeur d'entreprise et analyste indépendant, c'est comme ça que vous avez préféré. Alors, vous êtes détenteur d'un master en gestion et droit des affaires de l'Université de Liège en Belgique. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. C'est très bien dit. Vous ne pouvez que dire l'essentiel, monsieur. Très bien. Alors, on commence par la loi sur la nationalité. C'est une proposition de loi. Nous ramassons un peu beaucoup de choses, mais la précision a été donnée justement au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien entendu d'une proposition de loi parce que ça vient d'un homme. L'initiative a été lancée par Noël Tchani, qui est un politique, ancien candidat à la présidentielle de 2018, mais endossé par le député national Singhi Pouloulou. Monsieur Tamboué, vous avez un avis à émettre sur cette initiative. Est-ce que c'est opportun d'en parler? Vraiment, la question est dans un contexte très bien posée, aussi fragile. Monsieur Fabien Lumbala. Cette proposition de loi, bon, c'est une, qu'est-ce que je dis? C'est une proposition de loi, comme ils ont dit, parce que on doit relever un peu l'équivoque. Il serait projet de loi si il venait du gouvernement. Il est proposition parce que c'est venu d'une personnalité indépendante. Bien sûr qu'elle s'est appuyée, cette personnalité, sur un député, mais question de l'opportunité ou non de cette proposition, moi je trouve que c'est inopportun pour l'instant. Dans une démocratie encore... Inopportun. C'est inopportun pour l'instant. Dans une démocratie encore tâtonnant. Nous sommes en train de tâtonner pour se frayer le bon chemin, savoir exactement où aller pour enraciner notre démocratie. Et si on commence à s'auto-exclure nous-mêmes... Vous appelez ça auto-exclusion? Vraiment. Parce que cette proposition va exclure des Congolais. Vous voyez, c'est apporté par un Congolais pour exclure d'autres Congolais. Si nous commençons à nous exclure nous-mêmes, alors que nous sommes censés former un tout pour aller de l'avant, ça commence à inquiéter. Est-ce que les fonctions présidentielles sont faites pour tout le monde? Évidemment, tout Congolais doit avoir l'opportunité de postuler. Tout Congolais, moi je suis d'avis. Monsieur Fabien, je vais vous donner un exemple par rapport à la loi dite, à la proposition dite de la congolité. Vous l'avez exploré en tant que juriste. Vous avez exploré le texte. Évidemment, je mets les textes. Je revenais à la précision de tout à l'heure, proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Voilà. Mais beaucoup de gens parlent de la congolité, faisant allusion. Congolité qui est pratiquement, on dirait, un néologisme, référence faite à l'ivoirité. Alors, je reviens au contenu lui-même. Vous, en tant que juriste, quelles sont d'abord les forces et ensuite, on va aborder les faiblesses. Est-ce que cette proposition de loi ne vient pas apporter de solution à la fameuse problématique de la double nationalité? Bon, apporter un coup de pouce à la double nationalité... Non, à la problématique. À la problématique, oui. Mais ce que moi je voulais relever, c'est quoi? Dans cette proposition de loi et à l'univers juridique du moment, c'est impossible que cette loi ne passe parce que ça va créer de l'incendie dans le pays.
C'est ce qu'il faut d'abord commencer par éviter. Là, vous parlez en tant que juriste ou en tant que politique? Non, je parle en tant que juriste et je parle en tant qu'analyste politique. Parce qu'on ne peut pas tailler des lois sur mesure. Il faut regarder aussi les champs d'application de cette loi. Cette loi, nous avons des cabinets juridiques, nous avons des cabinets politiques qui sont spécialisés à des montages politiques pour exclure tel ou pour appuyer tel autre. C'est ce qu'il faut éviter dans l'univers politique actuel, parce que c'est quelque chose qui va amener de l'incendie dans notre pays. Si cette loi va amener un coup de pouce pour que le Congo continue à se mettre ensemble, tant mieux. Mais si ça commence à exclure les autres et pas le moindre, là en tout cas nous sommes en train de mettre le feu là où nous-mêmes nous asseyons. Ce n'est pas opportun pour l'instant. Je voulais vous donner l'exemple par exemple du général Mamadou Ndala. Mamadou Ndala, de père malien et de maman congolaise, qui est allé jusqu'à la sacrifice suprême au Nord Kivu. Il a donné de sa vie et son nom est inscrit dans la liste des héros nationaux de ces pays. Un monsieur de papa malien. Mais il est inscrit par notre chancellerie des ordres nationaux, qui est même un service rattaché à la présidence de la République. Comment vous voulez nous dire aujourd'hui qu'il n'y a que des Congolais, des pères et des mères, qui sont plus Congolais que les autres? On parle des fonctions présidentielles. Est-ce que Mamadou Ndala était candidat à la magistrature suprême? Non, c'était un exemple que j'ai donné. Aujourd'hui, on parle de la magistrature suprême. Et cette loi ne parle pas que de la magistrature suprême. Il y a aussi des fonctions comme le président des chambres de parlement qui sont aussi mises en jeu. Pour y accéder, il faut être Congolais de père et de mère. Vous voyez, donc, on est en train d'y aller mollo mollo. Hier, nous avons entendu dans un débat de confrères parler aussi de la Banque centrale, où pour être gouverneur, il faut être Congolais de père et de mère. Il y a déjà une quelconque faiblesse qui est en train de prendre corps dans notre pays et nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, les officines politiques évoluent comme cela. On vous injecte quelque chose. Vous avez fait allusion au ministre de l'Information, qui a dit apparemment, en suivant sa position, le gouvernement ne se rallie pas. Pourquoi vous dites apparemment? Oui, je dis apparemment, parce que c'est des politiciens. Vous êtes juriste, nous devons le prendre avec des gants. Vous êtes juriste, vous avez dit que c'est une proposition de loi, oui, et non pas un projet de loi. Pourquoi vous dites apparemment ce n'est pas soutenu par le gouvernement ou ça ne vient pas du gouvernement? Non, ça ne vient pas du gouvernement, ça c'est vrai. Mais être soutenu par le gouvernement, là je dois encore mettre mes gants parce que si nous rentrons dans l'école des gens qui pensent, est-ce que le gouvernement a intérêt, est-ce que c'est juste que le gouvernement aille soutenir une proposition de loi, une initiative personnelle d'un Congolais, que le gouvernement se prononce en faveur ou en défaveur? Monsieur Fabien, juridiquement par là, je vous dirais, sur le plan de la forme, le gouvernement soutient cette loi. Pourquoi vous avez des preuves? Parce que une seule preuve est que le gouvernement nous dit devant les caméras qu'ils ne soutiennent pas cette loi, alors que ce gouvernement est issu de l'Union sacrée, nous le savons tous, et qui est allé déposer cette proposition au Parlement, c'est un député de l'Union sacrée. Comment vous expliquez cela? Comment vous allez l'expliquer? Parce que c'est M. Nsinghi, il est quelqu'un de l'Union sacrée. Si sa partie, sa plateforme ne veut pas de ces propositions, pourquoi cette rébellion? Y a-t-il une rébellion au sein de l'Union sacrée? Non. Alors, nous avons entendu des personnalités de l'Union sacrée refuser cela, mais il y a d'autres qui en acceptent. C'est une prison ouverte, donc personne ne peut réfléchir en tant que citoyen. Monsieur Fabien, sauf une preuve de contraire de votre part, Monsieur Noël Tiani n'est pas de l'Union sacrée. Vous appelez ça une rébellion? Non, je posais une question. Y a-t-il une rébellion au sein de l'Union sacrée? Non. J'ai répondu moi-même que c'était non. Il n'y a pas une rébellion au sein de l'Union sacrée. D'où vient que ce soit un député de l'Union sacrée qui porte haut une proposition de loi non soutenue par son propre plateforme. Et nous n'entendons rien de ces camps-là de l'Union sacrée. A-t-il été sanctionné? C'est muet, on ne sait pas. A-t-il été rappelé à l'ordre? Non. Et l'Union sacrée nous dit qu'ils ne sont pas derrière cette loi, alors que c'est l'un de ses enfants
qui l'amène au Parlement. Vous dites que vous êtes juriste. Est-ce que dans une nation dite démocratique, il est interdit à des citoyens de réfléchir à haute voix et de faire des propositions tout simplement parce qu'il y a la tête de tel ou tel? La politique est un monde des idéologies. Vous voyez, je suis du FCC, je dois respecter les idéaux de mon plateforme. Je suis de l'Union sacrée, je dois respecter le prescrit. Je ne sais pas s'ils ont un charte, ils doivent le respecter. Parce qu'on est ensemble. Si on parle le même langage, même dans le langage biblique, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si ils ne prennent pas la même chose. C'est là, c'était d'ailleurs, c'est là une des raisons du chef de l'État pour dissoudre leur mariage FCC-Cash, parce qu'ils ne parlent plus le même langage. Quel est le modèle de ce que vous dites d'abord sur le continent, dans quelques pays africains, le modèle de votre réflexion ou en dehors du Congo, un modèle qui inspire? Le modèle qui est... La discipline, c'est... Non, le je quitte modèle... la politique. Nous restons sur le terrain juridique, parce que on m'a dit que vous êtes juriste. Quel est le modèle... Juriste d'affaires. Justement, quel est le modèle qui peut inspirer le Congo pour dire non, 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 en cette matière, il ne faut même pas bouger, il ne faut même pas réfléchir, il ne faut même pas prendre une initiative parce que y a tel ou tel, ça risque d'être dévisé tel ou tel. Non, juridiquement par là, je peux dire que le Congo est sur une très belle voie. Mais le problème, c'est, je soulevais ici au début, que c'est l'environnement politique ou cette loi. Parce qu'une loi, si elle est votée ou promulguée, elle doit être appliquée sur un environnement quelconque. Mais dans cet environnement politique du Congo, ne permet pas qu'on touche sur ces genres d'histoires maintenant. Parce que ça risque de s'enflammer. Nous parlons ici à Kinshasa, allez à Lubumbashi par exemple. Qui vous a dit que ça risque de s'enflammer? Je vous mets en défi. Nous avons vu les Katumbistes par exemple. Ils sont sous les toits, en train de critiquer cette proposition de loi, alors qu'ils sont dans l'Union sacrée. Voilà, je reviens à la prévision tout à l'heure. Qui vous a dit que ça va s'enflammer? Non, nous sommes analystes, nous sommes en train de mener nos analyses. Nous regardons le pour et le contre sur ce que nous défendons dans notre société. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je ne suis pas en train de sortir ou avoir une conspiration quelconque contre mon pays, non. Mais on dit, gérer c'est prévoir. Qui veut bien gérer doit anticiper les faits. Alors, est-ce que l'environnement politique doit être un prétexte pour interdire aux élus nationaux de faire leur boulot, adopter ou rejeter une proposition de loi? On ne peut pas se mettre ensemble et commencer à se tirer mutuellement, à se tirer de balles mutuellement. Là, ce sera une union des façades. Nous sommes dans un environnement où nous avons besoin de l'unité. Et leur plateforme s'appelle Union pour la Nation. Et si eux qui nous montrent qu'ils sont unis et ils commencent à se tirailler entre eux, déjà nous voyons qu'il y a des unions. Les gens d'ensemble vous disent, si cette proposition est inscrite à la matière, directement nous quittons l'Union sacrée. C'est ce que nous entendons dire de l'autre côté. Donc ça prouve qu'ils sont lésés quelque part. Je me demande, est-ce que dans leur plateforme Union sacrée, ils n'ont pas prévu quelque chose ou faire leur discussion? Pourquoi ça vient toujours sur le place public? Le FCC cache la coalition, donc n'existe plus. Tout est parti. Alors, est-ce que c'est le ciel qui va tomber sur la tête des Congolais si l'Union sacrée disparaissait? Bon, union sacrée ou pas union sacrée, tout ça, ça dépend du gouvernant. Quelle est sa vision pour gérer le pays ou pour appliquer sa vision? Vous voyez, donc, il veut l'amener où et avec qui travailler. Voilà pourquoi il avait besoin de cette union sacrée. Je me souviens encore les alliances sont-elles au-dessus de l'intérêt supérieur de la nation? Les alliances sont-elles au-dessus de la Constitution? Je pense que toute alliance, pour être bonne, elle doit respecter la Constitution et elle doit être
conçue pour l'intérêt général. Et une alliance ne peut pas venir empiéter la loi mère de la République et exister. Sinon, là, on devient à la jurisprudence. Or, on ne peut pas parler de jurisprudence tant qu'il y a la loi. Nous allons dans l'optique ou l'option quitter le navire parce que la matière est inscrite à l'ordre du jour de la session de septembre, par exemple, ou après. Nous allons dans cette option. Ensemble se retire du navire, c'est-à-dire le retrait de ses membres du gouvernement et même le départ de ses députés, sénateurs de cette coalition. Alors, quelles sont les conséquences logiques lorsque cela devient une évidence? Je crois que si ensemble quitte l'union sacrée, la première des conséquences logiques, c'est la perte de la majorité parlementaire, d'abord. Et ils doivent regarder ensemble, compte à son sein combien de députés, combien d'élus nationaux. Est-ce que vous avez les statistiques? Les statistiques, je les ai, mais je ne les ai pas amenées dans cette émission. Justement, alors... si ensemble arrive à se détacher, ensemble, ce n'est pas quelque chose aussi de moindre. Je ne suis pas là pour le défendre et je ne suis d'ailleurs pas membre d'ensemble. Je suis juste en train de faire mes analyses. Nous réfléchissons à haute voix. Ensemble quitte, l'union sacrée directement vole en éclat. Non, je ne dirais pas vol en éclat, étant donné que nous savons bien l'état d'âme de politiciens congolais. Ensemble peut donner son mot d'ordre de quitter et il y aurait peut-être quelques indisciplinés d'assemblée qui resteraient dans l'union sacrée. Nous en avons vécu avec d'autres coalitions. Ce que moi je crains, en tant qu'analyste, c'est qu'il y a des projets de loi montés sur mesure pour venir déstabiliser le pays. Aujourd'hui, par exemple, j'avais suivi dans l'une de vos émissions de la semaine passée, il y a des gens qui réfléchissent dans leurs officines politiques et passent dans des télés pour annoncer leurs réflexions. On ne peut pas les leur en vouloir. Vous savez, quelqu'un qui est passé dans votre émission pour dire que non, ben voilà, je conseille au chef de l'État qu'on supprime la date de 17 mai. Et cette date-là ne soit plus fériée. Ne faisons pas la digression. Nous rentrons dans... Ce n'est pas la digression. S'il vous plaît. J'allais soulever quoi? S'il vous plaît. C'est des projets de loi, parce qu'on ne peut pas enlever les 17 mai s'il n'y a pas un projet de loi là-dessus. Donc c'est des choses qui sont en train de se préparer. Vous m'amenez ailleurs. Okay. Nous restons dans l'hypothèse du retrait, comme la menace est agitée. Alors, le mandat est donné, le ministre des Affaires, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre du plan, le ministre de... comment on appelle? De la communication? Non, pas le ministre de la communication. C'est-à-dire certains membres du gouvernement issus de l'ensemble refusent d'obéir au mot d'ordre. Est-ce que ce n'est pas aussi une menace pour ensemble? Évidemment. Donc, ensemble, ils doivent prendre cette décision de quitter les navires Union pour la Nation, ils doivent réfléchir avant. Ils doivent fédérer tous ces membres et tous ces cadres, s'assurer qu'ils marchent tous ensemble, et d'ailleurs, comme le dit leur propre parti politique. Est-ce qu'ils sont ensemble avec leurs membres qui sont aujourd'hui au gouvernement? Est-ce qu'ils sont ensemble avec leurs députés et sénateurs en prenant ce genre de décisions? Je pense que c'est oui. Moi, je pense que c'est oui. Or, si c'est non, ça sera dommage pour eux-mêmes. Parce que ça sera leur propre tombe qu'ils vont creuser. En politique, ce sont les calculs. À supposer ensemble se retirent et embrassent le FCC et d'autres forces politiques. Est-ce que ce n'est pas peut-être une bouffée d'oxygène, une opportunité pour le FCC de pouvoir constituer une vraie opposition et une forte opposition face à l'union sacrée qui serait peut-être en train de balloter? Oui, sur le plan politique, là en tout cas, c'est inévitable. Bon, Ensemble peut aussi lever l'option de coaliser avec les FCC, tout comme de rester en indépendance, comme le fait d'ailleurs récider. Ils sont dans l'opposition sans être dans l'opposition. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'opposition sans citer le FCC. C'est le FCC qui est véritablement dans l'opposition. Si Ensemble voudra retourner avec SID dans leur coalition, comment on appelle ça déjà, la Mouka, tant mieux.
ou pour continuer à réclamer leur victoire de 2018. S'ils vont se dire que non, bon, on part pour apporter notre pierre à l'édifice de l'opposition avec le FCC, tant mieux aussi. Ben, en politique, rien n'est exclu. Personne ne pouvait croire que le FCC coaliserait avec l'UDPS, par exemple. Hein, vers les années 2017-2018, où nous sommes au Congo, personne ne pouvait espérer cela. Mais aujourd'hui, nous en avons vécu. Bien sûr que ça appartient maintenant dans l'histoire. Donc, l'environnement politique étant ouvert, ensemble peut aussi le faire. Ils peuvent lever cette option, ça dépend d'eux. Alors, au-delà de ce que vous avez dit, contexte politique difficile pour le pays fragile, le pays, personne ne va le déstabiliser, ce sont les forces politiques qui vont être secouées. Il ne faut pas qu'on amène un discours pour dire, bon, après ceci, c'est l'apocalypse. Non, personne n'a le monopole de la déstabilisation du pays. Parlons en termes de déstabilisation des forces politiques. Ce discours de le pays court un danger, on ne l'accepte pas dans les médias pour faire peur aux gens. Nous parlons de cette opportunité. Est-ce que ensemble, FCC, Lamouka ne peuvent pas constituer maintenant un contrepoids qui pourrait changer la donne en 2023? Évidemment, ils peuvent constituer un contrepoids, mais ensemble, quitter la navire Union Sacrée aujourd'hui pour rejoindre la Mouka, vous voyez un peu sur le plan de la popularité, cela va jouer. Hein, cela va jouer à leur, pas à leur force, pas à la force de Moïse Katumbi. Si aujourd'hui il a quitté Fayoulou pour aller chez Tshisekedi et demain il quitte Tshisekedi pour retourner chez Fayoulou, tout ça, ça doit jouer dans le calcul de ses conseillers. Bon, en politique, c'est toujours possible. On a parlé la fois passée d'un Martin Fayoulou qui aurait fait le déplacement de Kingakati, la ferme de l'homme à la barbe argentée. En politique, tout est possible. En politique, tout est possible, évidemment. Fayoulou a nié, mais il y a des gens qui persistent et signent qui l'ont vu à Kingakati. En 2018, jamais l'UDPS n'avait accepté qu'ils étaient en train de négocier avec Kingakati. Donc, c'est évident que Fayoulou aussi nie ou les idées, mais ils sont en train de... L'avenir va nous apporter un peu de l'éclairage. Mais revenons sur... ce que vous avez dit et que personne n'avait le monopole de dire que telle ou telle chose peut embraser le pays. Évidemment, nous n'avons pas le monopole de l'affirmer. Mais étant gestionnaire, nous pouvons anticiper un mal. C'est un peu ça. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, par exemple, qui était une économie solide de l'Afrique. Juste une petite décision politique, ça a ramené ce pays là où ce pays est en train de partir. Vous voyez. Et c'est déjà des conséquences économiques difficiles à résoudre dans les 5 prochaines années. Vous ne faites pas là l'amalgame. Zuma est condamné pour des faits avérés. Il est en prison, un ancien président, et vous dites que c'est pour une mauvaise décision politique. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Moi, j'espère que Zuma n'est pas en prison parce qu'il a été condamné pour corruption. Mais Zuma est en prison puisque la justice a estimé qu'il a fait obstruction à la justice. La justice voulait l'entendre et lui n'avait pas reconnu cette commission-là. Et la justice voulait montrer qu'elle est souveraine. C'est une mauvaise décision politique. Non, par rapport à un homme qui est Zuma, il faut regarder sa base. Politique. Un vieux de plus de 80 ans. Qu'est-ce qu'il perdrait de le mettre en résidence et surveiller, le laisser chez lui, mais de le surveiller jusqu'à l'issue de son procès? Voilà. Vous voyez là où ils sont en train d'arriver. Ils sont en train de ressembler, j'ai peur, aux Zaïre de 1992 et 1994. Et dont les conséquences, nous sommes en train de les subir économiquement jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce que nous devons craindre, nous économistes et nous gestionnaires. Alors, il faut bien mûrir des décisions avant de les rendre sur la place publique. Attention au discours selon lequel, ne touchez pas à telle tête et telle tête, sinon le pays va s'embraser. Non, des je n'ai pas dit qu'on ne pas touche pas responsables. Nous non. parlons des entreprises publiques maintenant. Oui. Suspension, poursuite annoncée pour certains. Qu'est-ce qui va concrètement changer dans la gestion de ces entreprises, pour la plupart en difficulté, une difficulté aggravée par la crise sanitaire et économique et financière? Monsieur Fabien, moi je n'ai jamais été d'accord avec la manière de nomination des
de mandataires dans nos entreprises publiques. Étant gestionnaire, il y a des choses où la politique devait prioriser l'expérience et le cerveau, au lieu de prioriser leur quota politique. Au lieu de nommer. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Malheureusement, voilà pourquoi je vous dis, je n'ai jamais été d'accord avec cela. L'expertise professionnelle intervient, je crois, est abondante au sein des formations politiques et forces politiques. On ne peut pas dire que tous ces partis politiques sont vides de gens avec une expertise avérée dans différents secteurs. Mais vous avez quand même vous avez des compétences en matière d'audit des entreprises. La manière dont l'IGF s'y prend, vous avez un commentaire? Est-ce que ça redonne de l'espoir? Je même parmi mes aînés, quelques-uns qui sont aujourd'hui inspecteurs à l'IGF, il m'arrive des fois à discuter avec eux. Vous savez, l'audit a ses principes. Lorsque moi, en tant qu'auditeur, je viens vous auditer, j'ai le droit, avant de publier mon rapport d'audit, j'ai le droit de les discuter avec vous, l'audité. Parce que vous avez géré, il y a des histoires que vous avez fait face que moi je ne sais pas. Parce que quand on parle de détournement, il ne s'agit pas a priori de l'argent que vous avez pris et mettre dans votre et vous avez mis dans vos poches. Non. Il peut y arriver que l'argent qui était destiné à acheter le micro, avec un temps, il y a eu un cas de force majeure qui s'est produit dans votre entreprise. Cet argent est allé servir à autre chose. Et lorsque l'auditeur arrive, il voit qu'il n'y a pas de micro, alors que l'argent était sorti pour l'achat des micros, directement, il dit que c'est le détournement. Le détournement, c'est le fait d'enlever le moyen de leur chemin et de leur donner un autre chemin. Maintenant, il faut regarder, est-ce que le chemin qu'on a donné, ça profitait à qui? Au détourneur ou à l'intérêt général? Est-ce a-t-il eu de l'autorisation tacite pour le faire, oui ou non? Ce n'est pas parce qu'on a trouvé que ça n'a pas été fait, automatiquement le monsieur devient un voleur. Là, ça devient quelque part aussi du chantage politique qui s'invite dans l'audit. Et puis quand nous voyons l'inspecteur général des finances organiser des conférences de presse pour publier des rapports, vos collègues, vos confrères journalistes qui publient des rapports d'audit qui sont censés rester d'abord dans le noir parce que l'audité jouit encore de son droit de présomption. Jusqu'à ce qu'on puisse les condamner, l'audité est encore présumé innocent. On ne peut pas dire, puisqu'on a audité Télé 50, que d'office, M. Fabien est détourneur, il doit être mis à l'incarcération. Sinon, c'est de l'acharnement pur et simple. Donc la procédure est vicieuse au niveau de l'IGF, et puis les suspensions violent des textes, lesquels? Non, par rapport aux suspensions, je n'ai pas le contenu des rapports d'audit pour insinuer ici que non, ils ont violé tel ou tel autre Mais la texte. manière dont ils sont suspendus, moi, je suis dans le cas de mesures d'audit conservatoires, est-ce que ça répond toujours à ce qu'on appelle l'état des droits? Je pense que c'est de l'état des droits, évidemment. Lorsqu'on suppose qu'il y a des indices, des sérieux indices de culpabilité qui pèsent sur un homme, il ne peut pas être juge et partie. Hein? On ne peut pas les juger au même moment il continue à diriger cette institution. On a aussi peur qu'il puisse fausser certaines pièces justificatives. Voilà pourquoi on doit les mettre d'abord hors état de nuire en attendant la suite des enquêtes. Fort malheureusement, nous sommes habitués dans ces pays à ne jamais savoir les suites des enquêtes. Lorsqu'on met quelqu'un préventivement de côté, et c'est fini. S'il est établi après que les personnes mises en cause, dont la mégestion, n'ont pas eu assez de soucis et les preuves tangibles sur la table pour certains mandataires, justement, est-ce que on ne peut pas les réhabiliter par exemple, réhabiliter dans leurs fonctions? Pour un pays sérieux, pour une gestion sérieuse, ces gens doivent être réhabilités. Une fois que la justice constate qu'il n'y a pas de culpabilité ou d'une condamnation, il n'y a pas de culpabilité pouvant amener à une certaine condamnation sur ces gens-là, on doit les réhabiliter, c'est de leur droit. Ils ont droit, mais sauf que moi je vous avais dit ici que je ne suis pas d'accord avec la manière dont on nomme les
le comité de gestion dans nos entreprises, qu'on essaie un peu de dépolitiser nos entreprises publiques et vous verrez la suite. Est-ce possible quand on sait que dans le cadre de ce que vous avez dit, il y a engagement, prix, en politique ce sont les cartes et généralement ce sont les forces politiques qui vont diriger les entreprises. Pourquoi vous voyez cela d'un mauvais œil? C'est parce que je suis un technicien, vous serez d'accord avec moi que la plupart des technocrates ne sont pas forcément des politiciens. Ce n'est pas ces gens-là parce qu'ils sont derrière des drapeaux où ils traînent des foules qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Vous voyez. Et à un certain moment, on commençait à organiser des concours. D'ailleurs, je crois que c'était le BCECO qui avait cette charge, des concours pour accéder dans des têtes des entreprises. Vous ne parlez pas d'une structure qui s'occupait des réformes. Le nom va revenir. Il y avait une structure avec Ilunga Kamba à l'époque pour pouvoir préparer l'accession de tel ou tel. Je pense que ça serait une très belle initiative. À la tête d'une entreprise. Malheureusement, ce genre d'initiative reste copyrep. Voilà les mots. De pareilles initiatives, malheureusement, dans notre pays, ça reste des lettres mortes, on ne sait pas la suite. Pourtant, c'était une très belle initiative afin d'avoir les têtes qu'il faut à des places qu'il fallait. Au lieu de nous mettre que de politiciens, on est là dans un salon politique, on se partage les têtes des entreprises. Toi, tu prends ici, moi je mets ici, même si je n'ai pas des cadres avérés dans ces entreprises, mais comme c'est de la politique, je dois mettre quelqu'un et il doit constituer un cabinet. C'est ce qui tue nos entreprises publiques. Elles ne sont pas performantes, elles ne sont pas concurrentielles. Au jour d'aujourd'hui, le monde économique évolue, mais nous, on ne fera que régresser. Donc nous sommes en train nous-mêmes de creuser les tombes de nos entreprises, fort malheureusement. Mais je crois que l'autorité peut se ressaisir et prendre des décisions contraires. Bon. En attendant l'accession ou des nominations sur base d'un concours objectif, rigoureux et respectant toutes les procédures, les entreprises de l'État aujourd'hui ont un véritable souci. Les poursuites, d'abord les mesures conservatoires, poursuites pour certains, est-ce que ça pourrait changer la manière de faire, de gérer est-ce que ça redonne d'autres signaux pour du moins ceux qui entrent en fonction comme intérimaires et les éventuels nominés par ordonnance présidentielle? Je crois que, M. Fabien, il faut toujours anticiper un mal, c'est ça, gérer. Il faut toujours anticiper. Il ne faut pas faire peur, aux gens. Il faut le mettre à l'aise et mettre à leur disposition tous les outils nécessaires afin de les aider à mieux avancer. Pourquoi aujourd'hui on ne créerait pas des cellules de l'audit interne dans ces entreprises où on placerait les gens de l'IGF comme à la tête de ces cellules de l'audit interne pour que chaque fois qu'ils vérifient procédure par procédure la sortie de fonds, au lieu d'attendre après 10 ans, après 20 ans pour venir auditer quelque chose qui est déjà, à supposer que c'était déjà détourné. Est-ce que cet argent va retourner à la caisse de l'État? Je ne sais pas dire oui, je ne sais pas dire non. Tandis que s'il y avait de l'audit interne dans leur société, chapeauté par l'IGF, au moins on pouvait petit à petit sauver ce qui devait être sauvé, au lieu d'attendre que ça soit totalement détourné et qu'on vienne après 10 ans pour constater que le fait. Alors, beaucoup de responsables, beaucoup de mandataires sont des responsables, ils ont de la famille ou des familles. Certains se sont sacrifiés ou imposé des disciplines pour ne pas toucher à l'argent de l'entreprise. Il y a des témoignages. Mais ils font partie des équipes de ceux qui ont géré ou de ceux qui étaient dans l'administration. Mais on a voulu mettre tout le monde dans le même sac. Oui, évidemment. Ceux qui se sont imposés une discipline pour ne pas délocaliser les fonds des entreprises, pour ne pas se salir les mains. Pourquoi on ne peut pas les récompenser
positivement, en démontrant à l'opinion que eux, ils ont les mains nettes, ils se sont sacrifiés pour ne pas entrer dans certains jeux. Est-ce que ce n'est pas frustrant, révoltant pour ceux qui n'ont pas versé dans les compromissions? C'est là ce que nous disons que on doit primer positivement les bons gestionnaires. C'est leur droit aussi. Ils ont droit à cela et c'est une manière d'encourager les gens à mieux faire les choses pour demain recevoir des primes comme tel avait reçu hier. Mais le mettre tous dans le même sac, c'est une erreur. Parce que vous étouffez des bonnes volontés, vous étouffez des bonnes foi. Finalement, ils vont se dire, ben, mais mon cher, vous avez fait ceci, vous avez refusé de nous suivre. Voilà que vous subissez le même sort avec nous. Ils ont pris les risques d'aller démontrer les vérités auprès des autorités compétentes, hiérarchiques, pour démontrer comment l'entreprise perdait le pays, les trésors publics. Ils ont pris les risques. Ils n'ont pas eu les mêmes avantages, entre guillemets. Mais lorsque les chefs passent, ils sont mis dans le même sac. Est-ce que leurs larmes ne peuvent pas crier un jour? Est-ce que... Je crois qu'ils ont dénoncé peut-être là où il ne fallait pas dénoncer. Nous n'avons pas des cellules de dénonciation dans notre pays. Pourtant, c'est aussi un moyen efficace pour lutter contre la corruption. C'est appliqué à Singapour. C'est appliqué à Singapour, les cellules de dénonciation. Vous avez des cellules de dénonciation, vous détournez ici. Moi, je vais dénoncer et il y a toujours une rente pour les dénonciateurs, au-delà de la sécurité qu'on lui doit. Il y a une loi en Singapour pour ça. Mais nous n'en avons pas. Les dénonciations au Congo, c'est souvent des dénonciations calomnieuses. Parce que je n'aime pas votre tête, parce que j'envie votre place. Je dois tout jeter sur votre tête. Il n'y a pas assez d'objectivité, vous voilà. le dites bien, après avoir démontré que le trésor public perd et qu'il y a magouille et tout ça. Mais après, c'est les dénonciateurs qui tombent victimes. Et demain, il est rejeté dans la poubelle comme un simple monsieur, comme détourneur, et cela décourage. J'ai beaucoup de réactions, malheureusement, on a terminé. Ça vient d'Addis Abeba, Josué, qui n'est pas d'accord avec vous dans votre analyse faite sur le premier sujet. Beaucoup de choses sont dites, beaucoup de réactions, beaucoup ne sont pas contre, donc ne sont pas d'accord avec vous. D'autres vous soutiennent parce qu'ils disent que l'environnement politique n'est pas favorable à cette proposition de loi. Et beaucoup vous démontrent qu'on ne doit pas focaliser tout son combat sur la défense d'un individu au détriment de la nation, aimer le pays. Je vous remercie, Lambert Tamboué. Je rappelle que vous êtes juriste d'affaires, vous êtes également auditeur d'entreprise et merci de votre contribution à ce débat. C'est ça la démocratie. Hein. Merci beaucoup, M. Fabien. Tout le monde ne peut pas vous applaudir. Non, ce n'est pas un problème. Alors, merci beaucoup. Nous laissons à la réalisation le temps d'apprêter tout pour le journal. Dans une dizaine de minutes, Télé 50 vous informe sur le Congo, l'Afrique et le monde. Alors, très bonne soirée à toutes et à tous.